Bonjour, le but de cette vidéo, c'est de clarifier un peu la signification de ce P que nous retrouvons dans des articles de recherche, particulièrement ceux qui s'adonnent à une certaine analyse des données. Alors, la signification de ce P, euh, que nous trouvons un peu comme dans le paragraphe que je suis en train de vous montrer, sert souvent à qualifier le niveau de signification, hein, notez le jeu de mots, et non pas la signification d'un certain résultat. Ici, nous trouvons que ce qui est reporté, c'est une valeur de P qui est inférieure à 0,000. Évidemment, nous comprendrons qu'il ne s'agit pas là d'une valeur négative, mais simplement d'une valeur qui est inférieure à 0,0005 ou 1. Hein. Bref, une valeur très, très petite. Dans un autre article, nous trouvons que cette valeur est aux alentours de 0,0023. Alors, c'est quoi ce P? Ben d'abord, comme l'initiale l'indique, il s'agit d'une probabilité. La probabilité d'une erreur. Une erreur comme nous pouvons commettre beaucoup dans un travail de recherche. Mais de quelle erreur s'agit-il ici? Alors, il y a deux types d'erreurs, des erreurs de type 1 et des erreurs de type 2 qui hantent nos analyses statistiques. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'accepter une alternative alors qu'une autre est meilleure. Ces erreurs de type 1 et de type 2 appartiennent à une typologie, elle composée à plusieurs types d'erreurs, allant de 0 jusqu'à 5, 6 donc. Et nous avons regroupé ici simplement pour les besoins provisoires de l'illustration ces deux types d'erreurs parce qu'ils correspondent à la même phase du modèle décisionnel de M. Herbert Simon. Le modèle décisionnel, vous le voyez devant vous, il se décline en 4 phases. En anglais, Intelligence, Design, Choice, Implementation, ou en français, phase de renseignement, de conception, de choix ou de sélection et de mise en application. Lorsque nous voyons les erreurs, nous voyons que l'erreur de type 0, par exemple, ça concerne l'erreur qui est de ne pas détecter un problème qui existe. Problème, donc, cela appartient à la phase de l'intelligence, celle qui concerne l'identification d'un problème, ou celle de renseignement quand c'est traduit en français. Les erreurs de type 1 et de type 2, c'est d'accepter une alternative, donc il s'agit là de faire un choix, et c'est dans la phase de choice, ou de choix, ou de sélection qu'elle se retrouverait. Donc la typologie des erreurs ici est proposée par M. Levin et Marius Cuello, ou par Mitrov et d'autres, calquée sur le modèle décisionnel de Simon. Voilà, donc nous savons un peu d'où tout ceci vient. Les erreurs de type 1 et de type 2, deux alternatives. Donc, ça concerne pour l'erreur de type 1 le rejet plutôt que le non-rejet d'une alternative. Et le type 2, il s'agit du non-rejet plutôt que du rejet d'une alternative. Donc, deux alternatives. Voyons un exemple pour mieux illustrer la situation. L'exemple que nous allons choisir, c'est un exemple qui est souvent pris dans les livres et même dans les cours de droit. Ça concerne la décision de si une personne inculpée est coupable ou non. Nous allons prendre un exemple qui a défrayé la chronique il y a quelques années, celui de M. Dominique Strauss-Kahn, au DSK pour les amis, dans lequel nous ne savions pas si oui ou non il a violé une femme. Et donc le juge confronté à ce cas va déterminer si oui ou non DSK est innocent. Et l'hypothèse H0 ici, c'est est-ce que DSK est innocent. L'hypothèse H0, l'hypothèse nulle, entre guillemets, nous allons voir dans quelques instants que ce n'est pas la bonne appellation. L'hypothèse H0 établit que DSK est innocent. Et s'il n'est pas innocent, il est quoi? Nous serons tentés de dire s'il n'est pas innocent, il est coupable. Alors qu'en vérité, non. H1 va être le contraire de H0 dans ce cas. Et dans ce cas, DSK, s'il n'est pas innocent, eh bien, il n'est pas innocent. Pourquoi? Parce que si on établissait que le contraire de innocence est coupable, en fait, il y a plusieurs situations intermédiaires qui jugeraient de ce cas comme étant
non pas innocent, mais qui peut ne pas être coupable. Avant de continuer, justement, nous allons clarifier ce point. Nous allons ouvrir une parenthèse, que voilà, pour parler des hypothèses H0 et H1. D'abord, qu'il soit clair que H1 n'est pas toujours le contraire de H0. J'y reviendrai. Par contre, les décisions que nous devons prendre concernant H0 et par conséquent H1 doivent être le contraire l'une de l'autre. Par exemple, si nous décidons de rejeter H0, le contraire de rejeter, ce n'est pas accepter H1. Le contraire de rejeter H0, puisque si on a rejeté H0, ça ne veut pas dire qu'on a accepté H1. Pareil, si on ne rejette pas H0, ça ne veut pas dire qu'on l'a accepté non plus. Le contraire de rejeter, ce n'est pas accepter. Le contraire de rejeter, dans l'autre cas aussi, ce n'est pas accepter. Alors, c'est quoi le contraire de rejeter? C'est ne pas rejeter. Si on rejette H0, c'est qu'on n'a pas rejeté H1. Pareil, le contraire de rejeter H0, c'est ne pas rejeter H0. Voilà d'un côté, ne pas rejeter, rejeter. Pourquoi? Parce que d'abord, le contraire d'accepter n'est pas rejeter. Tout simplement. Alors on se dira, bon, alors plutôt que de parler de rejeter, ne pas rejeter, pourquoi ne pas parler d'accepter, ne pas accepter selon le même type de logique? Simplement parce que dans l'alternative, on n'accepte pas une hypothèse. Concernant une hypothèse ou une théorie, soit on rejette, soit on ne rejette pas. On ne peut pas dire qu'on accepte ou on n'accepte pas. Alors commençons par la première situation que je vais clarifier. Le contraire d'accepter n'est pas rejeter. Pourquoi? Parce que, tout simplement, et dans plusieurs cas, le contraire de vide, comme nous allons prendre le cas du verre, nous avons un verre vide. Mais s'il n'est pas vide, le contraire de vide, c'est quoi? Eh bien, c'est pas vide. Ce n'est pas moitié plein, comme nous serions tentés de le dire ici. Parce que moitié plein ou moitié vide, ça peut être 3/4 plein, ça peut être 1/4 vide. Tout ça, ça correspond à des verres qui ne sont pas vides. En fait, toutes les situations où le verre n'est pas vide sont au nombre d'une infinité. Alors, nous avons cette situation-là, comme nous avons cette situation aussi, comme nous avons cette situation-là. 3 situations, et toutes 3 correspondent à des situations où le verre n'est pas vide. Nous n'allons pas dire le contraire de vide, c'est moitié plein, moitié vide. Ça n'a aucun sens. Même chose pour le blanc. Quel est le contraire de blanc? Nous serions aussi dans ce cas, pareillement, nous serions tentés de dire noir. Or, blanc, c'est toutes les couleurs. Quel est le contraire de toutes les couleurs? Ce n'est pas toutes les couleurs. Noir, c'est aucune couleur. Toutes ces couleurs-ci, n'importe laquelle, aurait été le contraire de blanc. Bleu, c'est pas blanc. Rouge, c'est pas blanc. Vert, c'est pas blanc. Le contraire de blanc, c'est une infinité de situations, encore une fois, et pas une que nous allons figer à noir. Pareil pour le jour. Qu'est-ce que le contraire du jour? C'est pas la nuit. La nuit, c'est un ensemble d'états commençant par l'aube, commençant par le crépuscule, finissant par l'aube. Alors le jour s'éteint, crépuscule, et bien on commence d'une manière gradée à épouser la nuit jusqu'à ce que ce soit la pleine nuit, comme nous dirions le plein jour ou en plein jour. Et même dans des situations intermédiaires, comme l'aube par exemple, nous avons plusieurs possibilités de l'aube. L'aube civile, l'aube nautique, l'aube astronomique, etc., jusqu'à arriver à la nuit, la pleine nuit. Et si tu arrives à la pleine nuit, qui peut être un moment qui durerait quelques fractions de seconde, à partir de là, nous allons tendre vers le jour. Donc il est clair ici que ce n'est pas si évident que cela. De même, le contraire d'innocence, ce n'est pas coupable. De même, ne pas prouver la culpabilité d'un violeur ne prouve pas son innocence. Et dans ce jeu-là, dans ces nuances-là, que nous allons plonger dans les diapositives qui viennent. Alors, attardons-nous un peu sur le cas de la culpabilité.
Rejeter une alternative ne peut pas nécessairement dire accepter son contraire. En termes généraux, ne pas arriver à prouver quelque chose ne veut pas dire qu'elle est fausse. Ne pas arriver à rejeter une possibilité ne veut pas dire qu'on doive l'accepter. Alors dans ce cas-ci, on peut arriver à dire que DSK n'est pas innocent, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'est pas coupable, ou dire qu'il n'est pas coupable ne veut pas dire qu'il est innocent. Continuons avec la deuxième situation. On n'accepte pas une hypothèse. Nous allons nous référer ici à une des références de ce courant qui s'appelle Karl Popper. Et dans son livre, Karl Popper parle de signes. Il dit comment prouver que tous les signes sont blancs. That all swans are white. Je vais changer un peu l'exemple, un peu pour garder la couleur locale. Je vais parler de moutons. L'hypothèse que je mets là, c'est que tous les moutons sont blancs. Comment prouver que tous les moutons sont blancs? Ben, commençons par prendre un mouton et à observer si oui ou non, déterminer si oui ou non il est blanc. Et s'il est blanc, est-ce que cela prouve que l'hypothèse est blanc? Ça va dans le sens de l'hypothèse, mais ça ne prouve absolument rien. Prenons un autre mouton, il est blanc. Cela nous renforce-t-il dans notre croyance que tous les moutons sont blancs? Non, ça va dans le sens de l'hypothèse. C'est un peu comme la nuit, quand elle s'estompe, elle va dans le sens du jour, mais ce n'est pas encore le jour. Et on peut prendre plusieurs moutons, des centaines de moutons. Mais quand est-ce que nous arriverons à prouver que tous les moutons sont blancs? Il faudra prendre tous les moutons vivants, tous les moutons qui sont morts, tous les moutons à venir. Et en fait, nous pouvons continuer ad infinitum à examiner des moutons, à déterminer qu'ils sont blancs, et nous ne serons pas encore en mesure de prouver que tous les moutons sont blancs. Alors que faire? Est-ce à dire que tous les moutons sont blancs si à chaque fois que nous examinons un mouton, il se trouve qu'il est blanc? Il faut une infinité de moutons blancs pour confirmer Al0, confirmer entre guillemets ici, et pour raison, mais un seul mouton non blanc pour l'infirmer. Voyez-vous ici, il est beaucoup plus facile d'infirmer une hypothèse de ce genre-ci que de la confirmer. Il est beaucoup plus facile de rejeter une hypothèse que de l'accepter. Et il est beaucoup plus facile d'invalider une hypothèse que de la valider. Par contre, on peut trouver qu'ils ne sont pas tous blancs, comme pour les couleurs ici, en montrant par exemple qu'il existe au moins un mouton qui ne soit pas blanc. Il suffit de montrer qu'il soit marron. Nous ne sommes pas ici en train d'établir que le mouton est marron. Nous sommes en train ici d'établir que le mouton n'est pas blanc. Parce que si nous nous trompons et que nous croyons qu'en fait nous sommes en train de démontrer que tous les moutons sont marrons, voilà dans quelle situation nous allons nous trouver. Alors qu'il suffit de montrer qu'un mouton est de quelque couleur que ce soit, qu'il ne soit pas blanche, pour infirmer l'hypothèse. Une seule occurrence suffit. Et en fait, cela nous veut dire que no evidence of effect is not evidence of no effect. Ici, quand je parle d'effet ou d'effet, je parle d'effets statistiques, je parle même d'effets expérimentaux. Mais je ne parle pas de cause à effet. No evidence of effect is not evidence of no effect. De manière plus simple, ici, en français, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Je prends un exemple assez amusant ici. Si nous regardons une jeune femme et si elle a une alliance, ou un jeune homme, si il ou elle porte une alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement il est marié, elle est mariée, qu'il est fiancé, qu'elle est fiancée. Mais s'il ne porte pas d'alliance, qu'est-ce que ça prouve? Absolument rien. C'est exactement de la même genre de logique qu'il s'agit là. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Donc non, on n'accepte jamais une hypothèse. Jamais, oui, jamais. Pas plus qu'on ne la valide ou ne la confirme. Et d'ailleurs, cela s'applique tout autant aux théories. C'est le principe de la réfutabilité. Nous y reviendrons. D'où vient ce terme de réfutabilité? Ça vient de réfuter, ça vient de refuser, ça vient de rejeter. Ça vient de dénoncer. L'hypothèse H0 n'est donc jamais acceptée. Elle est soit rejetée, soit non rejetée. Elle n'est pas soit acceptée, soit non acceptée. Elle est soit rejetée, soit non rejetée. Et quand H0 est rejeté, son alternative est possiblement non rejetée.
Nous serions tentés de dire accepter, mais cela ne se dit pas. Ni pour H0, ni pour son alternative. Si H0 est accepté, cela veut dire que tous les moutons sont blancs. Imaginez qu'on accepte une hypothèse. Comme dans le cas de figure ici, que tous les signes sont blancs. À quoi cela servirait-il alors d'aller attraper un autre mouton pour prouver qu'il est blanc? C'est-à-dire que la recherche va s'arrêter là, net, et qu'il ne s'agira plus de tester cette hypothèse. Alors, à quoi sert-il à quelqu'un de tester une hypothèse qu'un autre a acceptée? En fait, le travail du chercheur n'est pas d'accepter, mais de refuser. Le travail du chercheur est de réfuter, et d'invalider, et de démentir. Le travail du chercheur est de douter dans la recherche de la vérité. Parce que seul dans le doute, pouvons trouver la vérité. Nous allons revoir et revoir, mais en arabe, nous le disons déjà, donc c'est dans le doute. Shak, tariq al-yaqin. C'est un bienfait que de douter. Le chercheur doute, il ne croit pas facilement. Son travail, c'est de rejeter. Par contre, si nous ne pouvons pas prouver l'existence de moutons non blancs, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, en continuant à trouver des moutons blancs, nous n'arrivons pas d'abord à prouver que tous les moutons sont blancs, ni qu'il existe un mouton qui ne soit pas blanc. D'où nous viennent ces concepts? D'où est-ce que tout ceci nous vient-il? Cela nous vient d'un chercheur, statisticien, Ronald Fisher. Je vais l'appeler Fisher un peu pour me conformer à la prononciation locale. Fisher, oui, c'est lui, F de Fisher. Il est derrière ces statistiques, il est derrière pratiquement tout ce que je vais dire aujourd'hui. Et dans son livre Design of Experiments, il écrit entre autres choses, parce qu'il ne s'occupe pas que de statistiques, il s'occupe aussi d'épistémologie, la philosophie de la science. Et pour ceux d'entre vous qui ont eu de bons cours d'épistémologie, rien de ce que je vais dire ne sera une surprise. Qu'est-ce qu'il dit? It should be noted that the null hypothesis, je pose ici null hypothesis en anglais, ne veut pas dire hypothèse nulle en français. Qu'est-ce que ça veut dire, une hypothèse nulle? Qu'elle ne vaut rien. The null hypothesis, en anglais, c'est l'hypothèse, je dirais, je hasarderais une traduction, plate peut-être. C'est l'hypothèse où il ne se passe rien. C'est l'hypothèse de l'égalité. C'est l'hypothèse de circuler, il n'y a rien à voir. C'est l'hypothèse en fait de la platitude. The null hypothesis is never proved or established. Jamais prouvé ou établi. Jamais prouvé ou vérifié. But is possibly, notez l'hésitation ici, disproved. Possibly disproved. On est certain qu'on ne peut jamais la prouver, mais on peut la rejeter. Karl Popper nous y voilà, c'est inévitable. Le père de ce genre de raisonnement. Qu'est-ce qu'il dit? Pas loin du début. Theories. Il ne parle pas d'hypothèse. Theories. Ça s'étend même aux théories. Are therefore never empirically verifiable. Les théories, tout autant que les hypothèses, ne peuvent jamais, il est impossible de les vérifier empiriquement. Vous noterez que dans vérifier, nous avons le début du mot vérité. Plus loin, these considerations suggest that not the verifiability, but the falsifiability of a system is to be taken, etc., etc. Il s'agit non pas de vérifier, mais de, j'allais dire, falsifier. Parce que je croyais au début, lorsque j'avais appris ce mot au début grâce au professeur Ralph Kilman, que je salue en passant, que falsifiability, il s'agit de falsification. Non. Falsification en français, ça veut dire forgery en anglais. Falsifiability, c'est la réfutabilité dont je vous avais parlé tout à l'heure. Il s'agit d'établir que quelque chose est faux. Il s'agit de renier. Il s'agit de refuser. Il s'agit de douter. Because confirmer une théorie? Non. In practice, this means that the theory is either disconfirmed or escapes being disconfirmed. Encore une fois. Et là, dans un autre article de M. Barry McLaughlin. In practice, this means that the theory is either disconfirmed or escapes being disconfirmed. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième alternative. But it is never, never, encore une fois, un mot très fort, jamais confirmé.
Alors moi, j'appartiens à la génération de ceux qui lisaient des livres, et je lisais beaucoup les livres de Sherlock Holmes, ou d'Agatha Christie avec son Hercule Poirot, ou de Simonon avec son inspecteur Maigret. Et dans ces livres-là, nous apprenions à réfléchir parce que c'était des articles de recherche, disons-le, où il s'agissait d'établir l'innocence de la culpabilité d'un meurtrier. Un meurtre a lieu et le détective Sherlock Holmes va trouver le meurtrier. Alors, ce qui fait débat, c'est étudier le théâtre des opérations, la scène du crime, et générer des hypothèses. Mais dans le cas de Sherlock Holmes, s'il a 10 hypothèses, dans son optique à lui, il suffit de rejeter les 9 premières pour que la 10e, sans avoir à être testée, ne soit pas rejetée, soit la vérité. Il le dit d'ailleurs, quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, quand vous avez éliminé les premières hypothèses, on élimine l'impossible, c'est-à-dire toutes les hypothèses, les premières qui ne sont pas possibles, qui restent, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Éliminer, s'isoler, réfuter, refuser, dénier, renier, ce qui reste. Donc c'est un travail d'élimination qu'il s'agit ici, doit être la vérité. Dans son origine, le texte original, ce que nous avons là, c'est when you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. En français ou en anglais, les mêmes mots-clés interviennent. Eliminated remains truth. La vérité est un mensonge qui n'a pas été découvert. Encore le même vocabulaire, les mêmes idées. Découvrir, enlever, refuter, ciseler, sculpter. En fait, ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination ou une succession d'éliminations d'erreurs, comme le fait cet artiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il sculpte à partir d'un rocher ou d'une roche sans forme. Seul lui, le sculpteur, voit ce qu'il est en train de chercher à l'intérieur de cette forme. C'est ce qu'il va faire, essayer de dégager cette forme, un travail ardu, et petit à petit, la forme va découvrir son visage, un peu comme nous le voyons ici. Ciseler, éliminer, réfuter, enlever. Il est en train de chercher la beauté de ce qu'il est en train, non pas de créer, mais de découvrir. Il l'a créé, ça a été dans son image et dans son imagination. Et là, dans la roche, il va retrouver la beauté ou la vérité. Comme dans cette roche-là. Alors, les 4 présidents que vous voyez là, ben, ils étaient dans la roche, façon de voir. Ils étaient dans la roche et nous les avons extirpés, nous les avons extraits. On n'accepte pas une hypothèse, donc. Et le chercheur averti va résister à la tentation de dire qu'en fait, il accepte une hypothèse. Ici, vu les résultats impressionnants s'il en est, avec une corrélation pas très forte, mais la signification, elle, l'est, et un échantillon de 178, il arrive à ne pas rejeter une hypothèse, non pas à l'accepter. Alors remarquez ici, et je le fais un peu exprès, R n'est pas très important. La signification que vous voyez là, le P, ce n'est pas la force d'un lien, c'est la signification d'un lien. Et j'y reviendrai parce que beaucoup croient qu'en fait ce P-là, c'est un satisfecit, c'est une licence pour dire que voilà, nous avons découvert la vérité absolue, ce qui n'est pas du tout ce dont il s'agit ici. Donc, le non-rejet et non pas l'acceptation. Quoique nous soyons très tentés d'accepter nos hypothèses. Le chercheur aime accepter. Oh, j'ai formulé une hypothèse qui tient la route, alors que le P n'est pas en train de qualifier la qualité d'une hypothèse, en fait. Loi de loi. Les statistiques ignorent ce que nous sommes en train de faire. Revenons à notre exemple. Le détenu est innocent, c'est l'hypothèse de la platitude. Il est innocent. Alors, il y a 4 situations là. Alors, 4 situations dépendantes de quoi? De la réalité que nous avons là, que seul Dieu connaît. Si oui ou non DSK a violé la femme. Parce qu'il n'y avait pas de témoin direct ici, et même s'il y a un témoin direct, on se permet le doute. Mais ici, soit que l'hypothèse de l'innocence est vraie, et c'est la réalité, donc il est vraiment innocent, soit qu'il n'est pas innocent. Dans la réalité, il n'est vraiment pas innocent. Ça, c'est la réalité.
De l'autre côté, nous avons ici, non pas la réalité, mais ce que nous allons deviner qu'est la réalité, ce qui s'est réellement passé. Donc, ici, c'est le travail du juge, n'est-ce pas, de déterminer en fonction de témoignages et d'indices corroborants ou non si DSK a effectivement commis le viol. Et nous allons, en fonction de cela, nous trouver dans 4 situations. La première, c'est que DSK est réellement innocent, il n'a rien fait. Et il reste en liberté. Tant mieux pour lui, nous avons pris une bonne décision là. Dans la deuxième situation, DSK est réellement innocent, il n'a pas violé la bonne dame, mais il est quand même condamné. On se dit, mais c'est pas juste. Ben oui, c'est pas juste. Ça s'appelle bien palais de justice, mais il ne s'agit pas de justice. Nous sommes dans une cour de justice. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une erreur judiciaire, qu'on condamne un innocent. Et ce n'est pas erreur judiciaire ou... des erreurs judiciaires de ce genre-là, il y en a tout plein. Allez sur Google et cherchez Sacco et Vanzetti, vous allez voir que dans le siècle dernier, ils ont condamné à mort à la chaise électrique 2 innocents qui n'ont absolument rien fait. Erreur judiciaire. Le coût de cette erreur peut être monumental. Tout comme le coût de celle-ci. DSK n'est pas innocent. Remarquez, je n'ai pas dit coupable. Il n'est pas innocent et il reste en liberté. C'est une erreur, oui. C'est un violeur qui va continuer peut-être à violer les femmes. Et dans la 4e alternative, une bonne, celle-là. Il n'est pas innocent et il est condamné. Bien fait pour lui, il le mérite. Donc voici 4 situations. Il y en a 2 qui sont bonnes, celle-ci et celle-là. Pourquoi bonnes? Parce que, bonnes, pas pour lui, parce que c'est quand il est condamné, mais elles sont bonnes parce que nous ne sommes pas trompés. Nous avons pris la bonne décision, parce que dans la deuxième, il était coupable. Et nous avons dit qu'il n'était pas innocent, il est condamné. Par contre, dans cette situation-ci, c'est une erreur, d'ailleurs qu'on appelle un faux positif, traduction de false positive, et ici aussi c'est une erreur, mais là c'est un false negative. Dans les 2 cas, nous avons commis une erreur. Prenons un autre cas, un autre exemple. Le vaccin est efficace contre le virus. C'est l'hypothèse. Alors, on va rejeter ou pas rejeter? Dans le premier cas, le vaccin ou le médicament, nous allons parler de médicament, nous allons voir qu'en fait, c'est d'actualité comme exemple. Dans le premier cas, le médicament ou le vaccin est efficace. Il est bon, il a de l'effet. Dans le deuxième cas, le vaccin ou le médicament n'est pas efficace, il ne sert à rien. Ici, nous allons décider si oui ou non, ce que Dieu sait, est-ce qu'on peut le deviner? Alors, première possibilité, le médicament ou le vaccin est efficace et nous allons établir qu'il l'est. Donc nous voilà dans cette situation. Et dans l'autre, il n'est pas efficace et nous allons établir qu'il ne l'est pas, que nous allons ignorer. Dans les 2 cas, nous avons pris la bonne décision. Par contre, ici, le vaccin est efficace, il est bon. Ou le médicament peut en fait soigner des gens. Mais il est ignoré, il n'est pas utilisé. Comment ça se fait? Incompétence, mauvais jugement, ou pour des raisons politiques ou commerciales, comme dans le cas que nous connaissons ici. Un médicament contre le Covid-19 est ignoré, même qu'il a fait l'objet d'une publication dans une revue hautement réputée, la Lancet, et évidemment il a été retiré après. Une erreur monumentale que voilà. Le vaccin n'est pas efficace, mais il est adopté. Donc voici nos faux positifs et nos faux négatifs, même dans ce cas. Prenons un autre exemple, un troisième et le dernier. L'affichage publicitaire que nous allons adopter aide à augmenter les ventes. Nous sommes en train de parler d'une petite start-up ici. Et ces membres autour d'une table sont en train de discuter si oui ou non, ils doivent afficher un panneau publicitaire sur la route de la Marsa, d'El Manza et d'El Moulouj, par exemple. Et la raison de le faire, c'est pour augmenter les ventes. Certains autour de la table doutent du bien fondé de cette hypothèse. D'autres disent que cet affichage va les aider à accuser de meilleures ventes. Donc, même chose, H0 aide, H1 est fausse, il n'aide pas. Et nous allons prendre la décision. La première, l'affichage aide bien à augmenter les ventes et les garder. L'autre, bonne décision, l'affichage n'aide pas à augmenter les ventes et il est retiré. Bonne et bonne décision. Par contre, ici, mauvaise décision. L'affichage aide à augmenter les ventes, mais il est retiré.
C'est idiot. C'est dommage, parce qu'il nous aurait permis d'augmenter les ventes. Mais nous n'allons pas l'utiliser. Par contre, ici, l'affichage n'est pas bon, il ne sert à rien, mais nous l'utilisons quand même. Deux erreurs qui peuvent être commises en l'absence d'évidence, comme nous le disons ici, et nous sommes en présence, encore une fois, d'infos positives et d'infos négatives. Et donc, nous sommes en présence de deux situations où la décision est correcte, ici et là, et de deux autres situations où la décision n'est pas correcte, et nous sommes soit là, soit là. Sauf que là, nous avons qualifié la différence entre les deux erreurs. Dans le cas d'en haut, le premier, là, que je vais encore encercler, il s'agit de rejeter l'hypothèse H0 alors qu'elle est vraie. Dans l'autre erreur, qui n'est pas le contraire de la première, il s'agit de ne pas rejeter l'hypothèse, nous serions tentés de dire accepter, alors qu'elle est fausse. Et donc, les erreurs, en fait, sont assez différentes l'une de l'autre, mais dans les deux cas, il s'agit d'opter pour une alternative plutôt que l'autre. Mais ici, nous sommes en présence de bonnes situations, comme nous l'avons dit. Ici, nous sommes en présence d'erreurs. Celle-là s'appelle erreur de type 1. Celle-là, c'est de rejeter l'hypothèse alors que les vrais s'appelle une erreur de type 1. Et celle-là, c'est l'erreur de type 2. Si nous revenons à notre cas, l'erreur de type 1, c'est quand DSK est innocent et qu'il est condamné. L'erreur de type 2, celle-là, c'est lorsque DSK n'est pas innocent et qu'il reste en liberté. Alors, dans les deux cas, on se pose la question, quelle est la pire des deux situations? Quelle est la pire des deux erreurs? Et nous allons voir qu'en fait, c'est une question extrêmement à propos, extrêmement pertinente. Quelle est la pire des deux situations? Celle-ci, où DSK n'est pas innocent et il reste en liberté. Alors, quelle est la conséquence de commettre une telle erreur? DSK n'est pas innocent, il reste en liberté. Quel est le risque? C'est le risque d'avoir un violeur qui se promène dans la rue, qui risque de violer encore d'autres femmes. Dans le deuxième cas, DSK est innocent, mais il est condamné. On se dit, quel est le risque ici? C'est le risque de mettre en prison quelqu'un qui est innocent, c'est injuste. Quelle est la pire des deux situations? Vu l'explication que je viens de vous donner, vous seriez tenté de me dire, c'est celle-ci que je vais encadrer encore une deuxième fois. C'est celle-là qui est la pire des deux. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors, quelle est la pire des deux situations? Nous allons le voir dans un instant, c'est celle-ci. DSK est innocent, mais il est condamné. Alors, on se dira pourquoi? C'est très simple. Parce que d'un côté, nous allons mettre en prison un innocent, ce qui est déjà suffisant, et d'un autre, si nous allons mettre en prison DSK qui est innocent, cela veut dire que quelqu'un qui lui a commis le viol pour de bon est encore en circulation. Donc ça s'ajoute à la conséquence de l'erreur de type 2. Ceci, bien évidemment, si la jeune femme a dit la vérité, mais cela est une autre histoire. Nous sommes sûrs, là, dans ce cas-là, nous sommes sûrs, nous allons mettre comme hypothèse que la bonne dame a bien été violée. Quelqu'un l'a violée. Donc, nous allons prendre ça et voir ce qu'on peut faire avec. Quelle est la pire des deux situations? C'est celle-là qu'on appelle l'erreur de type 1. Et sa probabilité, c'est alpha. Alors que la probabilité de commettre l'erreur de type 2, la tantine est moins grave, c'est bêta. La probabilité de prendre une décision correcte, c'est soit 1 moins bêta, soit moins alpha, dépendant du cas. Donc nous avons ici 4 probabilités. Pourquoi? Parce que nous vaquons en plein monde d'incertitude. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux ici. Nous avons 4 probabilités. Et vous remarquerez déjà que ce n'est que dans ce cas-ci ou l'autre, en fait, ce n'est qu'horizontalement que nous avons des complémentaires. Et que 1 moins alpha, c'est le complémentaire de alpha dans 1. Ou alors que 1 moins bêta, c'est le complémentaire de bêta dans 1.
Alors, pourquoi je dis cela? Pour tout simplement revenir à l'idée que le contraire n'est pas ce que nous croyons que c'est, que le contraire de rejeter, ne pas accepter, que le contraire d'accepter, ne pas rejeter. Alors, quelle est l'hypothèse que nous identifions comme l'hypothèse H0? Alors là, je vais poser pour vous donner les raisons pour lesquelles j'ai finalement fait cette vidéo. Deux, en fait. La première, c'est que je me rappelle, il y a un certain temps, j'étais le rapporteur d'une thèse, empirique évidemment, dans laquelle la candidate n'arrêtait pas de dire que ses résultats avaient une probabilité P supérieure à 0,005. Partout, c'était P supérieur. Alors, ça arrive que nous commettions une erreur, mais celle-là, c'était d'une manière uniforme. Partout dans la thèse, elle parlait de P supérieur. Évidemment, la thèse n'était pas acceptée. À l'époque, nous pouvions rejeter une thèse sans condamner l'auteur. Nous pouvions avoir le retour et le candidat pouvait corriger ses erreurs. Donc, ce feedback-là, je lui avais donné et l'étudiante continue quand même à tenir tête, à croire que ses résultats avaient un niveau de confiance. Elle croyait que c'était un niveau de confiance, que P était supérieur à 0,05. À sa place, j'aurais préféré avoir un niveau de confiance de P supérieur à 0,95. Et j'ai dû la convaincre en lui expliquant un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que ce P était, qui devait être inférieur et non pas supérieur. La deuxième expérience que j'ai eue, c'est que quand j'étais rapporteur dans une soutenance, dans laquelle, heureusement, nous l'y avons pris à temps, dans laquelle l'étudiante rejetait, en fait, elle faisait tout le contraire de ce qu'elle devait faire. Elle rejetait des hypothèses qu'elle ne devait pas rejeter, et elle ne rejetait pas des hypothèses qu'elle devait rejeter. Pourquoi? Parce qu'elle avait inverti H0 et H1. Alors, laquelle doit être H0? Alors, beaucoup de gens disent, ça c'est la sagesse populaire, que l'hypothèse H0 doit contenir l'égalité. On doit dire que c'est mu 1 égale mu 2, par exemple, si on parle de moyenne. Mais on peut dire aussi supérieur ou égal. Donc, c'est l'hypothèse de la platitude en général, oui, mais pas toujours, il faut faire très attention. L'hypothèse H0 est celle dont le rejet erroné constitue une erreur de type 1. Alors, chaque fois que nous devons formuler une hypothèse, nous devons dresser la matrice et établir quelle est l'erreur qui est la plus grave. Celle-là sera l'erreur de type 1. Et ce que cette erreur de type 1 rejette, c'est H0. Donc, pour revenir au cas du panneau publicitaire, il n'est pas évident de savoir quelle est la pire des deux erreurs, ni de savoir si H0, c'est panneau publicitaire efficace ou pas. Qu'est-ce qui est le pire? D'afficher un panneau qui, lui, ne va pas augmenter les ventes, ou refuser un panneau qui, lui, aurait pu augmenter les ventes. Et cela dépend de plusieurs choses. Dans ce cas-là, le cas n'est pas très clair. Il n'est donc pas nécessaire que l'hypothèse H0 corresponde à ce que nous voulons prouver. D'où l'empressement de certains chercheurs d'accepter leurs hypothèses parce que c'est ce qu'en fait ils voulaient prouver. The claim, what they claim, ce qu'ils prétendent. Il arrive en effet que ce que nous voulons prouver soit l'hypothèse contraire. J'aurais aimé dire plutôt l'hypothèse alternative, tant qu'en fait, l'hypothèse H1 n'est pas toujours le contraire de H0. Mais on va l'hypothèse alternative. Et pour mieux comprendre ces choses-là, je devrais faire recours à cette cloche, n'est-ce pas, la courbe de la distribution normale. Un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui l'ont oublié. Il s'agit de valeurs en abscisse, n'est-ce pas? Je prendrai l'exemple de quotient intellectuel, par exemple. Quels sont les quotients? Ou alors, plus simple encore, la pointure de chaussure. Et on ordonnait les fréquences. Prenons un exemple ici. La fréquence des gens dont la pointure est 37 et qui sont âgés de 17 ans est la plus forte. Si nous prenons des jeunes
âgé de 17 ans, il dit, en moyenne, un jeune de 17 ans, il chose du combien? Mais je vais dire 37, c'est du n'importe quoi, mais bon, c'est pour les besoins de la cause. Est-ce à dire que quelqu'un qui chose du 38 n'a pas 17 ans? Mais non. C'est que même quelqu'un qui a 17 ans peut choisir du 38, voire du 39, voire du 40, voire du 41. Sauf que, à mesure que nous augmentons la pointure et que nous allons vers la droite, n'est-ce pas, 37, 38, 39, 40, les gens se font de plus en plus rares, des gens de cette tranche d'âge. Et à contrario, dans l'autre sens, les personnes qui chossent du 35, du 32, du 28 diminuent en fréquence parmi ceux-là qui ont 17 ans d'âge. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler quand on parle de distribution. Ceci étant clair, nous pouvons continuer maintenant pour voir que, attention, là, il y a une zone, n'est-ce pas, une petite zone et une autre zone là, où la probabilité d'y avoir quelqu'un qui a 17 ans est plutôt faible, n'est-ce pas? Faible, mais bon, nous sommes incertains là. On pourrait avoir quelqu'un qui chose du 44, n'est-ce pas? Mais c'est là que nous pourrions commettre une erreur de croire que quelqu'un qui chose du 44 n'a pas 17 ans. Ça ne se peut pas. Donc on va rejeter la probabilité, on va rejeter l'hypothèse que la personne qui chose du 44 est âgée de 17 ans. J'espère qu'on commence à y voir un peu plus clair là. Donc la probabilité alpha et la probabilité 1 moins alpha, d'un autre côté, si contraires, en fait complémentaires, concernent une hypothèse, quand le sujet est infecté, par exemple. Ou alors, dans l'autre cas, elle serait, quand le sujet ne l'est pas, 1 moins bêta, c'est le contraire, entre guillemets, de bêta. D'accord? Les contraires, c'est dans nos décisions. Donc, vous allez voir qu'en fait, le 1 moins alpha et le alpha, cela décrit la zone de ce que nous allons décider. Et ce que nous allons décider doit être le contraire l'un de l'autre, dépendant de cours d'action. Nous rejetons ou nous ne rejetons pas. Par contre, du côté des hypothèses, il ne s'agit pas de contraire. C'est ce que nous voyons là. Alpha et 1 moins bêta n'ont rien à voir l'un avec l'autre. En tout cas, l'un n'est pas le contraire de l'autre. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, nous sommes en train de parler d'hypothèses. Le sujet est infecté, le sujet est malade. Bon, malade, ce n'est pas le contraire d'infecté. Mais nous ne sommes pas obligés, dans les hypothèses, d'avoir des contraires et j'y reviendrai en fait. La même chose concernant 1 moins bêta et bêta. Donc, nous allons effacer tout ça pour continuer avec un exemple, justement, les moyennes. Alors, imaginons que j'ai une classe de master dans laquelle il y a deux groupes. Et dans ces deux groupes, il y en a un qui est toujours meilleur que l'autre. Le premier groupe est toujours meilleur que le deuxième. C'est pas possible que le deuxième soit aussi bon, soit pire que le premier. Et je me suis dit, tiens, je vais leur donner un examen. Et dans cet examen, le but, c'est justement que les deux groupes aient la même moyenne. Et mon hypothèse, c'est que cela arrive. Donc, H0, la moyenne du premier groupe est égale à la moyenne du deuxième groupe. Son alternative, c'est que la moyenne du premier groupe continue, comme d'habitude, à être meilleure que celle du deuxième. Regardez l'alternative ici. Je fais exprès. Dans ce jeu d'hypothèses, H1 n'est pas le contraire de H0. Et ça ne doit pas. Il n'y a pas de raison pour que ce le soit. C'est simplement l'hypothèse alternative et pas le contraire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous ne disons pas contraire. Évidemment, nous aurions pu avoir le cas plus, j'irais, naturel, où H1, l'alternative, est non seulement l'alternative de H0, mais aussi son contraire. Si mu n'est pas égal à mu0, c'est qu'elle est différente et donc le contraire. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les distributions de H0 et de H1 ne sont pas nécessairement les mêmes. Il est très important de le comprendre, parce que ça, c'est la clé, une des nuances de ce qui va suivre. De même pour l'autre hypothèse d'ailleurs. C'est-à-dire que si j'ai cette distribution
pour mu égale mu0, j'ai 7 distributions pour l'alternative. Les distributions correspondant aux deux alternatives des hypothèses ne sont pas les mêmes. Et donc, on ne peut pas utiliser une distribution pour calculer la probabilité de l'autre hypothèse. Et je vais m'expliquer. Ici, voici la distribution de H0. La distribution des échantillons qui normalement devraient avoir des pointures de chaussures égales à 37, parmi ceux qui ont 17 ans. Cette courbe montre la distribution d'échantillonnage des valeurs de X bar, des pointures des chaussures, des genoux, quand l'hypothèse de l'égalité est vraie. Quand on se dit normalement, entre guillemets, tous ceux qui ont 17 ans devraient chausser la même chose. Donc, normalement, les moyennes devraient être 37. Évidemment, la réalité est tout autre, c'est qu'il y a des variations, et la même chose dans les échantillons. Pour des erreurs d'échantillonnage, des erreurs de mesure, pour quel que soit, nous avons toujours affaire à la loi normale. Et là, nous avons alpha de la rareté, n'est-ce pas? Alpha, c'est la probabilité de commettre une erreur, de rejeter H0. La probabilité de dire, trouvant quelqu'un quelque chose de 44, qui n'a pas 17 ans. Alors, c'est l'erreur de type 1, en fait. C'est rejeter H0 alors qu'elle est vraie. Rejeter que cette personne a 17 ans alors qu'elle a 17 ans, simplement basé sur le fait quelque chose du 44. Alors, rejeter, alpha, c'est la probabilité de rejeter quand il ne le faut pas. Et là, c'est la probabilité de ne pas rejeter, même lorsqu'il s'agit de chaussures ou de quotient intellectuel ou de poids et de mesure, etc. Ici, nous avons une autre distribution parce que nous sommes en train de parler de l'alternative d'une autre hypothèse qui est mise en compétition avec la première. Ça, c'est la distribution de tous ceux qui chaussent du 44 et plus. Alors, ou tous ceux qui ont... alors, ici, 44, 45, 46, 47. Mais ça peut être des gens qui n'ont pas 17 ans. Ça peut être des gens qui ont 18 ans. N'est-ce pas? Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est la courbe qui montre la distribution d'échantillonnage des valeurs de X bar qui sont supérieures à mu0. L'erreur de type 2, bêta, que vous voyez là, c'est la probabilité de commettre l'erreur de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. Dire oui, il chose du 44, mais il a quand même 17 ans. Alors qu'en fait, il chose du 44 parce qu'il appartient à une autre distribution qui est celle de ceux qui ont plus de 17 ans. D'accord? Et c'est assez confusant, mais on arrive à comprendre. Mais il faudra accepter le fait que, ayant deux hypothèses, H0 et son alternative et pas son contraire, H1, nous avons affaire à deux distributions différentes. C'est-à-dire que bêta est le risque de rejeter H1 alors qu'elle est vraie. C'est le seul rapport que nous avons à avoir avec, entre bêta et alpha et H1 et H0. Donc si nous allons utiliser ces deux distributions, et on va les mettre, on va les juxtaposer. Donc j'ai la distribution de H0 et je juxtapose dessus la distribution de l'hypothèse alternative. Et nous allons voir maintenant enfin les rapports qui existent entre alpha, bêta, 1 moins alpha, 1 moins bêta, un peu comme nous l'avions vu tout à l'heure, mais nous l'avions vu tout à l'heure dans la matrice plutôt que dans les graphiques. Si nous rabaissons la distribution un peu pour faire de la place et augmenter la visibilité de la diapo, et nous ramenons une ligne du haut vers le bas de alpha vers bêta, nous allons voir qu'en fait, il y a bien une relation entre alpha et bêta. Mais ce n'est pas celle du contraire. Donc ceci est alpha, et bien ceci est bêta. Tout comme ceci est à 1 moins bêta, mais dans la distribution de l'alternative, et ceci est à 1 moins alpha dans la distribution de l'hypothèse principale. Ainsi, tenter de réduire alpha, alors regardez bien ici, lorsqu'on tente de réduire alpha, hein, je vais utiliser les flèches ici. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est réduire alpha, c'est-à-dire déplacer la ligne que vous êtes en train de voir vers la droite, et quand je déplace la ligne vers la droite pour diminuer alpha, le résultat, c'est que j'augmente bêta. Et là, ça peut rendre n'importe qui nerveux. Oui, j'aimerais bien qu'alpha soit même 0. Alpha inférieur à 0,05, pourquoi pas 0? Je veux que la probabilité de commettre une erreur de type 1 soit ramenée à 0. Cela est possible. Sauf que ce faisant, nous allons augmenter bêta, qui, elle,
la probabilité de l'erreur de type 2. Et là, c'est assez... Alors, c'est que nous avons ici la situation que je vais vous montrer, n'est-ce pas? Nous allons voir d'une manière graphique comment cela se passe. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que nous allons alpha, regardez, alpha est en train, c'est en bleu. Alpha qui devient, et ça va être même encerclé, en rouge, c'est bêta. Quand on diminue alpha, on augmente bêta. Et à contrario, quand on augmente alpha comme cela est en train de se faire là, nous diminuons bêta. Et dit, mais il doit y avoir un compromis. Oui, il doit y avoir un compromis. Et le compromis est arrêté ou déterminé en fonction des tailles d'échantillons, parce que alpha, bêta et n sont interreliés. Alors, ici, l'erreur de type 1, c'est alpha. Ici, l'erreur de type 2, c'est bêta. Lorsque nous couvrons alpha, dans la première distribution, en fait, nous n'avons rien fait concernant un moins bêta. L'aire que je viens de couvrir, en fait, n'a absolument à voir l'une avec l'autre. Pareil, si je couvre bêta, ben, je ne couvre pas un moins bêta. Bêta n'est pas le contraire d'un moins alpha. En fait, c'est exactement ce que nous disons quand nous disons que si je refuse ou rejette une hypothèse, c'est que j'accepte son alternative. Vous voyez en fait ici que si je refuse ou rejette une hypothèse ici, ça ne veut pas dire que je l'accepte ici. Bêta n'étant pas le contraire de alpha. Et j'espère qu'ici, nous avons clarifié un point assez important en fait de la réfutabilité. Alors, j'y reviens. 1 moins alpha, c'est le contraire dans 1 de alpha, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler là de la première hypothèse, comme nous sommes en train de parler ici de la première hypothèse. De même, hein, rappelez-vous, j'ai parlé de cette matrice, de même, lorsque nous parlons de ces valeurs-ci, en fait, nous sommes en train de parler de alpha. Je vais essayer de faire de la place ici, autrement ça devient impossible à lire. Ce que nous sommes en train de voir en bas dans la matrice, c'est alpha que je viens de couvrir, juxtaposé avec 1 moins bêta, que je viens de couvrir aussi. De même pour l'autre valeur, je ne vais pas alourdir la diapo, mais vous m'avez compris. Les contraires, ce n'est pas là que ça se trouve. D'accord? Ni là d'ailleurs. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ni là. Alors là, c'est le pire du pire. D'accord? Donc le 1 moins bêta, plus encore que alpha et bêta, a un sens bien particulier. 1 moins bêta, eh ben, nous, chercheurs, l'appelons la puissance du test. C'est la probabilité. En fait, c'est la probabilité de prendre une bonne décision. C'est concernant H0. C'est la probabilité de rejeter H0 alors que c'est ce que nous devons faire. C'est la probabilité de rejeter H0 alors que H1 est vrai. Donc nous avons bien fait de rejeter H0. Nous n'avons pas rejeté H1 parce que H1 est vrai. Et là, nous pouvons dire vrai. Alors, retour ici, lorsque nous faisons une demande de subvention, nous devons expliquer nos dépenses et déterminer la taille de l'échantillon N. Voici un moyen de le faire. Parce que alpha et bêta, que nous devons optimiser, vont déterminer N. Et ça ne sert à rien d'avoir un échantillon immense qui se rapproche presque de la population, sachant que plus on augmente N, plus les statistiques vont nous aider à dire des bêtises. On peut prouver pratiquement n'importe quoi avec un gros échantillon. Ça ne sert à rien. C'est un peu comme nous avons un alpha de Cronbach de 99%, ça ne sert à rien d'avoir un alpha de Cronbach aussi fort. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une redondance dans les indicateurs de l'échelle, qu'il y a double usage. Alors qu'alpha, elle mesure la consistance interne d'une échelle, pas plus. Donc il peut être démontré en conclusion que alpha, bêta et n sont liés. Conclusion passez vite. Reste encore une question de ce alpha, ou ce P qui doit être inférieur à ce alpha de 0,05. Pourquoi 0,05? Alors, il n'y a pas de raison, simplement parce que c'est Fischer qui l'a choisi.
Elle a été proposée par Fischer dans les années 30, tout à fait arbitrairement. C'est dit, ben, tiens, quand est-ce que nous allons décider que le jour arrête d'être le jour, que nous sommes dans la nuit? Évidemment, nous sommes dans le gris, là. Et pourquoi est-ce que tu choisis le gris noir plutôt que le gris blanc? Et tout à fait arbitrairement, il a choisi 005. Et c'est devenu, malheureusement, la Bible. 005, maintenant, il y a des gens qui adorent ce 005. Pire encore, à partir des années 60 et la vulgarisation des logiciels de statistiques, dont SPSS, qui viendra plus tard, ce n'est pas les années 60, il viendra bien, beaucoup plus tard, que les chercheurs ont commencé à utiliser des étoiles, des astérisques, pour déterminer la force de P. Alors paradoxalement, moins P est fort, moins il est important en termes numériques, et plus il est fort, entre guillemets. Donc, ici, nous avons une matrice de corrélation entre différentes variables. Voici une corrélation qui est significative, AP inférieur à 0,05, une autre encore. Toutes trois significatives AP inférieur à 0,05, celle-ci significative AP inférieur à 0,0 ou à 0,1. Et beaucoup d'idées mal conçues, des mauvaises compréhensions, qui font ressembler notre métier à du vaudou divinatoire, des boules de cristal. Alors qu'il s'agit de théories, de collecte de données, de tests statistiques, lesquels statistiques, SPSS en l'occurrence par exemple, n'a aucune idée de ce que nous sommes en train de tester. Et pourtant, il y en a qui croient que lorsqu'ils ont P inférieur à 0,05, n'est-ce pas, c'est une preuve, une licence à l'effet que leur hypothèse est valide et qu'elle est acceptée. Ne pas rejeter l'hypothèse à 0 n'équivaut pas à son acceptation. En fait, si on ne rejette pas une hypothèse, c'est simplement parce que, pas parce qu'elle est mauvaise, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de raisons de la rejeter. Si on rejette une hypothèse, ce n'est pas que l'hypothèse est mauvaise. C'est que les données collectées ne nous permettent pas de ne pas la rejeter. Il n'y a pas de distinction nette entre ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas. Comme cela est pensé en rapport avec la valeur P005. Est-ce que à P0051, nous le retrouvons dans le domaine du non significatif et de la non-acceptation des hypothèses? Est-ce que 0049 est vraiment différent de 0052? Pourtant, tout cela découle de l'esprit de M. Fischer, qui ne s'est jamais proclamé prophète. La valeur de P n'indique que la force de l'évidence contre l'hypothèse et non pas la force de l'hypothèse, ni de la théorie qui la sous-tend. Nous sommes en train de parler de statistiques. Des valeurs plus faibles de P, donc meilleures, n'indiquent en rien la force d'un effet, ou d'une relation, ou d'une hypothèse, ou d'une théorie. Significatif ne veut pas dire fort. En fait, si nous revenons au texte de Fischer, et la manière dont il utilise le terme significatif, il ne parle pas du significatif dans le sens fort ou force. Il parle de significatif dans le sens signifié. Cela signifie, cela veut dire. Significatif, c'est un test révélateur. Voilà ce qu'il veut dire. Et non pas fort. Alors je prendrai l'exemple toujours du tableau de bord. Le tableau de bord que vous avez dans votre voiture n'est pas en train de vous dire si oui ou non vous êtes sur la bonne route si vous avez décidé d'aller à Hammamet. Le tableau de bord vous montre et vous dit que le véhicule sur lequel vous êtes est en bon état. Pareil, P est en train de vous parler des données que vous êtes en train d'utiliser. Et si oui ou non ces données-là vous permettent de rejeter ou pas une hypothèse dont SPSS n'a aucune idée. Alors revenons au fondateur, Paul Mill, début du mouvement de contestation, du révisionnisme, 1978. Article publié dans The Journal of Consulting and Clinical Psychology. Alors, Clinical Psychology, ces gens-là, on parle de vie ou de mort. De l'Université de Minnesota, Theoretical Risks and Tabular Asterisks.
Là, il s'amuse aux dépens des astérisques et des étoiles. Sir Karl Popper, Ronald Fisher, and the Slow Progress of Thought Psychology. Et il n'est pas tendre du tout. Hein. Regardez ce qu'il dit. I believe that the almost universal reliance on merely refuting the null hypothesis, almost universal, c'est devenu religion, as the standard method for corroborating or not corroborating substantive theories in the soft areas, les nôtres, is a terrible mistake. Il mâche pas ses mots. Terrible mistake, pas seulement mistake. It's basically unsound, no fondé, poor scientific strategy. And one of the worst things, pas worse, one of the worst things that ever, pas seldom or often or sometimes, ever happened in the history of psychology. Alors le pauvre Fischer, lorsqu'il a pris sa retraite, il regrette bien le pauvre. Quelqu'un de mal intentionné, je suis sûr, parce qu'on ne pose pas une question comme ça. Est-ce qu'il y a une chose dans sa longue carrière qu'il regrettait? Pas très innocent comme question. Et il a répondu, ever mentioning 0.05. Quand il a vu ce qu'on en a fait. Et je suis sûr que Cronbach, avec son alpha, pense la même chose. Pour voir ce qu'ils ont fait de son alpha, grâce auquel et au nom duquel des théories entières ont soit été faussement acceptées, entre guillemets, ou indûment rejetées. Incidemment, une série d'articles a été consacrée de la part des gens honnêtes en 2016 par the American American Statistical Association. Suite à quoi un numéro spécial consacré pas moins de 45 articles sur cette question. Nous pouvons les voir dans le site que vous voyez là, par The Science Journal of Applied Mathematics and Statistics, sur lesquels il jette un regard critique sur cette valeur de P qui a fait tant de dégâts. Voilà, j'arrêterai dans une diapo, c'est pour vous dire en fait qu'il faut savoir ce dont nous sommes en train de parler lorsque nous parlons de choses aussi importantes que ce P. Mon nom est Mohamed El Ouedi, je vous remercie de votre attention.